Alors, pour ceux qui sont déjà arrivés et qui vous avez une fonction de chat qui vous permettra, dans la dernière période, de demander la parole, puisque, comme vous l'avez remarqué, vos micros ont été désactivés par défaut, puisque c'est très très difficile de gérer une conférence comme celle-là avec tous les micros ouverts, puisqu'il suffit d'un seul participant qui soit dans un open space ou avec un problème de son, de retour de son pour perturber l'ensemble. Donc j'accueille encore un certain nombre de participants qui arrivent les uns les autres. Très, très à l'heure. Bravo pour votre ponctualité. Bonjour Cédric Héon. Je crois que ce matin nous avons trois Cédric. Alors, en principe, mon écran est partagé, donc je commence, il est 11h01. Merci à tous de nous avoir rejoints. Frédéric Vigaria m'accompagne dans ce retour d'expérience. Nous avons également en ligne et à l'intérieur du séminaire, nous avons également Cédric Malvache de l'IESEG ainsi que Jérôme Claveau, à qui peut-être si je pourrais passer la parole. Donc le but ce matin de vous faire un retour d'expérience sur comment on peut utiliser la plateforme Kairos Transformation dans un projet donc de transformation qui est cette fois-ci orienté sur le collaboratif. Et voilà, je cherchais la souris pour activer. Kairos, quels sont les objectifs avant de retourner sur le cas de venir sur le cas qui nous intéresse, je rappelle que donc c'est une plateforme qui a pour but d'accompagner la transformation digitale en engageant par la dimension ludique et en outillant toutes les phases, ou en tout cas certaines phases de la démarche. Alors, quels sont les exemples de thématiques qu'on peut traiter? En fait, il n'y a pas vraiment de limite. Mais dans l'expérience des projets qui ont été utilisés jusqu'à présent, on peut dire qu'on peut traiter de la relation client, on peut traiter du travail collaboratif et distant qui va être le sujet principal de ce retour d'expérience ce matin, mais on peut aborder aussi des questions sur les relations humaines, on peut aborder des choses concernant la sécurité informatique et les questions de conformité, et notamment pour ceux qui connaissent le nouveau règlement actuel européen sur la protection des données, peut être un sujet que l'on traite avec Kairos, et on peut aller sur des questions de marketing, de communication, de management, de la qualité. Donc en fait, on retrouve une panoplie de projets que quelque part on peut considérer comme assez classiques. Donc la question va se poser, qu'est-ce que Kairos apporte de plus dans la gestion d'un projet de transformation de ce type-là. Alors, pour ça, il faut bien comprendre qu'il y a un positionnement à 3 niveaux. Si vous regardez ce schéma par le milieu, vous voyez au centre le projet. Donc, le projet va entraîner des modifications de l'organisation, va sans doute engendrer l'implémentation de nouvelles solutions. Et avant ce projet, en amont, on a les traditionnelles problématiques d'analyse de l'existant, c'est-à-dire quels sont nos usages actuels, quels sont les usages souhaités, quels sont les outils qu'on utilise aujourd'hui, quels sont les outils qu'on pourrait utiliser demain, qui nous amènent à essayer de produire un cahier des charges orienté usage,
Et pour ça, on a un module dans Keros qui usage que l'on va vous montrer, puisque le retour d'expérience ce matin est principalement centré sur cette phase-là. Ensuite, lorsque le projet avance et que des décisions ont été prises, notamment en termes de choix de nouveaux outils ou choix de modification de l'organisation, on va pouvoir utiliser un module qui s'appelle Keros Processus, dont je vous montrerai quelques slides, mais la démo ne portera pas principalement là-dessus ce matin. Et ensuite, on passe à la phase d'accompagnement classique, hein, la phase d'adoption, donc en aval du projet. Et là, on a besoin de faire éventuellement des formations présentielles, de tout ou partie des collaborateurs, des ambassadeurs éventuellement, de formations online, avec possibilité d'envoyer des quiz par email. Et là, c'est notre module Keros Quiz qui intervient. Donc, je vous montrerai comment fonctionne également ce module dans la présentation de ce matin. Concernant l'ISEG avec qui donc on a démarré un projet il y a quelques semaines, nous en sommes dans la phase amont, c'est-à-dire dans la phase avec une situation qui est assez classique, dans le sens où on a beaucoup de collaborateurs avec des sphères différentes, hein, puisqu'on a du personnel administratif, on a du personnel enseignant, on a également des étudiants, on a des types de besoins qui peuvent être différents sur cette différence, qui peuvent aussi être croisés, parce que l'administratif échange avec les enseignants forcément avec les étudiants, etc. Et historiquement, on a un certain nombre d'outils qui sont à notre disposition, enfin qui sont à disposition de l'ensemble des collaborateurs et des acteurs, installés de façon historique. On a classiquement du SharePoint, une version éventuellement de SharePoint en premises. On a depuis l'Office 365, on a éventuellement utilisé du Google à une époque, plutôt entre guillemets Shadow IT. On a du Dropbox, plus ou moins référencé aussi, et puis un certain nombre d'outils qui peuvent être utilisés par les uns et par les autres. Donc ça, c'est la situation, et on est en fait dans cette phase de cadrage avec la volonté de voir plus clair, de se dire quels sont les usages vraiment importants sur lesquels il faut travailler, comment les utilisateurs apprécient ces usages, comment font-ils aujourd'hui, quelles difficultés rencontrent-ils. Donc c'est à ça qu'on va s'attacher pendant cette phase de cadrage. Hop. Je reprends sur mon ordinateur et je vais quitter un peu, je vais passer à la démo. Alors, pardon, je suis passé trop vite. Comment procède-t-on dans cette phase de cadrage? Donc là, on est en présentiel et on gère des ateliers. Classiquement, pour tous ceux qui font ce métier, quand on faisait des ateliers de type cadrage, on a tendance à travailler avec un paperboard, vierge bien évidemment, éventuellement avec des post-it pour faire créer une animation, et un animateur qui prend des notes, et on fait des tours de table et on essaye de faire participer les personnes. Par rapport à cette méthode, on a un certain nombre d'inconvénients. D'abord parce qu'il faut partir de la page blanche, c'est difficile, il faut lancer le groupe. Quand on fonctionne en mode tour de table, c'est un petit peu les mêmes qui ont tendance à prendre la parole. Une fois qu'un sujet est lancé, tout le groupe a tendance à revenir sur le même sujet, donc on n'ouvre pas tellement sur certaines choses et qu'on risque de ne pas voir pendant cet atelier. Donc on a comme ça un certain nombre d'inconvénients. C'est difficile pour un animateur qui a 12 participants en face de lui de tout noter, de bien d'être en permanence très concentré pour vraiment être sûr de tout capter. Et par ailleurs,
on s'aperçoit quand on fait cet exercice que de sujets qui sont récurrents et qui seraient peut-être intéressants de ne pas tout réinventer à chaque fois. Donc là, c'est le principe de Keros, puisque on a en fait embarqué des catalogues d'usage à l'intérieur de la plateforme et on va exposer ces usages qui sont des cas concrets, relativement storytellés. On va en voir quelques exemples tout à l'heure. On va les exposer et pour ce faire, on utilise donc ce jeu que vous voyez ici, qui est un plateau de 50 cm sur 50 cm, hein, dans une matière souple. Donc on le pose sur une table, on constitue des équipes, on fait travailler les personnes par 2 ou par 3. Donc ils ont un pion qui va circuler sur le plateau, et au fur et à mesure qu'ils vont avancer case du plateau, l'animateur avec un petit tableau de bord va activer certains usages, et c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure puisque je vais passer dans la phase de démo sur la plateforme. Ce qui nous fait une mise en situation un peu de ce type-là, comme vous allez voir sur la photo que vous voyez ici. On a l'animateur ici debout et des participants de l'équipe avec le jeu de plateau au centre de la table. Alors, lorsque le participant, l'équipe, par exemple ici, RVB, est arrivé sur l'usage numéro 11, l'animateur va activer cet usage et donc la personne ou l'équipe va avoir la possibilité, et ça se passe comme ça, on clique ici sur l'usage et là on enchaîne un certain nombre de questions. Donc, on fait attention lorsqu'on rédige les usages. Donc, j'ai parlé de catalogue tout à l'heure, mais on peut ajouter à chaque projet des usages spécifiques. Hein. Le back-office permet d'enrichir en permanence les catalogues. Et on essaie d'être à la fois précis, mais en même temps générique. Hein. Donc là, on est sur un cas très classique du collaboratif. On doit travailler sur un document avec un interlocuteur occasionnel. On dit interne à l'organisation, parce que comme ça nous donne un certain cadre en matière d'autorisation de sécurité, etc. Et on dit, vous travaillez sur un dossier. Et vous souhaitez partager en mode édition ce document, uniquement le temps de valider quelques points. Donc, on s'inscrit dans un partage qu'on va qualifier de plutôt ponctuel. Donc, quelle est notamment votre pratique et votre recommandation pour éviter les allers-retours par mail et fermer les autorisations après la phase de partage? Donc là, on précise un petit peu plus. Hein, je t'envoie le document par mail en pièce jointe et retour, c'est pas comme ça qu'on a envie de procéder. Donc ici, l'équipe en question peut enrichir le contexte et on les invite à préciser dans quel cas ce type d'usage correspond pour eux. On a quelques la fréquence, on a une évaluation de l'enjeu. On a ici quelque chose donc, qui est tout à fait intéressant puisqu'on a la possibilité de pointer les outils avec lesquels aujourd'hui on répond à cet usage. Donc là, en l'occurrence, on peut répondre par Microsoft OneDrive, par exemple, c'est une possibilité. Et si les outils utilisés ne sont pas dans la liste, on a la possibilité ici de les faire apparaître en disant mais il y a peut-être d'autres outils que vous utilisez ou que vous souhaitez suggérer. Et là, on fait ressortir un petit peu le Shido IT. Donc on valide ça. On a un certain nombre d'autres questions après pour évaluer les outils qui ont été sélectionnés. Une évaluation de la complexité, je passe vite hein, parce que vous voyez qu'il y a un mode formulaire et je vais retourner au programme. Et donc, au fur et à mesure que les équipes passent sur les différentes cases du plateau, on active les usages. Là, ils sont presque tous activés. Donc, je vais passer pour vous donner quelques exemples complémentaires de ce qu'on a dans ce programme. Coproduire entre enseignants des supports pour un cours commun, par exemple. Partager un emploi du temps avec les enseignants. Partager un document entre un enseignant et l'étudiant. Publier des documents réglementaires. rédiger et avertir enseignants et étudiants d'une modification d'emploi du temps. Partager
pédagogique entre enseignants. Vous voyez qu'il y avait 40 usages à l'intérieur de ce programme. Et ils ont été presque tous traités. Donc quand on a fait ça avec un groupe, on fait des ateliers d'une demi-journée. Quand on a fait ça avec un groupe pendant à peu près 1 heure, on fait une mise en commun. Et pour créer un petit peu d'animation à l'intérieur du groupe, on a aussi un petit outil d'animation qui s'appelle Keroa, jeu de doigts, ou avec un jingle que l'on lance pendant les ateliers. Et là, on va lancer des quiz. Ce sont des quiz qui sont cette fois-ci un petit peu orientés sur les outils. Donc, si je vous choisis le collaboratif, donc je vous ai passé le son pour préserver vos oreilles, mais il y a une petite musique. Et je réponds donc quiz de cette façon-là et à tout le groupe. Donc ça nous fait une rupture dans le travail d'analyse, de cadrage et de qui est un côté un petit peu laborieux, mais on est très surpris à chaque fois qu'on lance un programme de ce type de voir le niveau d'adhésion que l'on rencontre, c'est-à-dire que les personnes partent très très vite dans le mode jeu. C'est assez impressionnant. Donc, ça, c'est toujours dans notre séance d'animation. Et puis, je vais vous montrer un petit peu le back-office. Donc là, je suis sur le back-office qu'utilise l'animateur. Donc, à côté un petit peu brut de coffrage, puisque c'est un back-office. Mais on a la possibilité d'afficher ces résultats vis-à-vis du groupe et puis de leur faire partager en disant telle équipe, tel groupe, vous êtes arrivé à un moment donné sur cet usage, partagez une bibliothèque de documents avec un partenaire. Les éléments de contexte, donc là que l'on voit, ce sont les éléments de contexte qui ont été fournis par le groupe, la notation vacances, la notation sur l'enjeu et les outils qui ont été sélectionnés avec les commentaires éventuels, des suggestions d'outils s'il y en a, de votre pratique et éventuellement un commentaire complémentaire. Et on peut passer un peu sur tous les usages qui ont été traités par le groupe. Ça permet de passer d'un traitement individuel ou par équipe à une mise en commun et que tout le monde ait une vue globale et qu'on ait un partage et on enrichit la discussion. Et à ce moment-là, bien sûr, l'animateur est très attentif puisque c'est là qu'il faut prendre des notes complémentaires sur des choses qui ont pu se dire à l'intérieur de cet atelier et qui vont être importantes pour clôturer cette phase de cadrage. Donc ça, ce que je viens de vous montrer là, c'est Keros module de cadrage. Et donc par rapport au schéma dans lequel on était tout à l'heure, nous sommes ici dans cette phase. Donc le retour qu'on en a au niveau animation, je vais passer la parole à Frédéric Digleria qui a animé plusieurs de ces ateliers pour ce programme en particulier. Frédéric, peux-tu nous dire quelques mots? Bonjour à tous. Alors, je ne vais que reconfirmer ce que vient d'expliquer Hervé. C'est vrai alors, de façon plus générale, de façon générale, le fait d'intégrer des utilisateurs tout de suite en début de projet, donc tout de suite ça les engage, ça les implique en fait, ça va les impliquer dans les phases suivantes, puisqu'ils seront, ça sera aussi leur projet, leur bébé en termes de transformation. Donc voilà, ça c'est pour le cadre plus général. Si on rentre sur la partie atelier, c'est vrai qu'on était deux, parfois trois animateurs sur certains ateliers. Donc on tournait autour des utilisateurs pour aller discuter avec eux. J'ai vu très peu de monde sur Facebook ou en train de lire ses mails. Donc les utilisateurs sont vraiment engagés. Et même si au début ça peut faire peur parce qu'on dit tiens c'est un atelier de 3 heures, je peux vous assurer que ça passe très très vite. Et pour les utilisateurs qui au début nous ont dit est-ce qu'on a besoin vraiment de 3 heures, ça Jérôme Claveau
qui a participé à tous les ateliers, pourra le confirmer aussi si Hervé Liu. Voilà, alors, finalement, un atelier qui pourrait être long si on l'avait traité d'une façon traditionnelle, passe très très vite. Et le fait d'avoir des ruptures dans l'animation, des tempos, des quiz, c'est vraiment très très intéressant parce que ça permet aux utilisateurs de tous s'exprimer. Hein, comme disait Hervé à l'origine, certains utilisateurs ont moins tendance à s'exprimer. Là, comme c'est via une plateforme, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc ils s'expriment aussi tous, donc on perd pas de contenu qui pourrait être intéressant. Et donc il y a vraiment une vraie dynamique au niveau du groupe. Et c'est vrai que les ateliers tels qu'on les a organisés, hein, là on est bien dans une phase de cadrage. On n'est pas dans la troisième phase, la phase de transformation, d'accompagnement, de formation. Même là, ça nous a permis aussi de commencer à donner quelques petits grains, quelques petits points de formation sur les outils, sur les outils qui existent, sur les outils qui peuvent être utilisés. Et puis en effet, oui, autre chose aussi, en termes de synthèse derrière, c'est beaucoup plus simple que de récolter des choses qui ont été écrites à la main dans divers fichiers, puisqu'on va pouvoir récupérer en fait tous les inputs, au niveau du back-office. Puis dernière chose que je voulais dire aussi, c'est vrai que l'intérêt, là je réinsiste là-dessus, c'est qu'on ne part pas d'une page blanche. Il existe un catalogue d'usage qui peuvent être personnalisés, et puis on l'a fait à l'occasion sur certains ateliers, voilà, parce qu'il y avait un certain nombre d'outils il y avait quelques outils qui n'étaient pas dans la base de données. On a créé des outils directement à la volée durant la session, durant l'atelier, quoi. Voilà. Et puis le back-office, hein, je notais en effet, oui, il y a un peu brut de décoffrage, mais il est très très facile à utiliser. Alors je ne sais pas ce qu'en pense Jérôme, on va peut-être lui donner la parole s'il le souhaite, et puis Cédric aussi. Jérôme, si tu as un micro, j'étais ouvert ton micro. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Parfaitement. Ok. Non, bah effectivement, la contrainte qu'on avait, c'était effectivement de partir sur 3 heures. Et au final, au vu de l'animation, c'est resté dynamique. On a pu dialoguer avec les différents acteurs et intervenants. Et oui, c'est passé assez rapidement. On a pu balayer pas mal de thèmes, avoir beaucoup de questions durant la session, qui nous a permis de pas s'arrêter forcément sur les usages, mais de aussi avoir des questions d'utilisateurs. Et c'était très intéressant et c'est resté dynamique sur toute la durée. Et le feedback utilisateur qu'on a eu? On a pas mal d'utilisateurs qui ont apprécié justement ce thème, de justement ne pas être devant un paperboard et faire une réflexion sur des sujets. Le but, c'était de les faire participer et de ce fait-là, on a un bon retour. Et tu as survécu à 6 ateliers. Qu'est-ce que tu as ajouté? Je disais, Jérôme a survécu à 6 ateliers. Oui. Oui, bravo. Donc Jérôme, tu es le chef de ce projet côté ISEG, hein, et tu as eu le courage de faire les 6 ateliers. Bravo. Très bien. Alors ça, c'est sur la partie cadrage sur laquelle nos à ce webinaire pourront poser des questions tout à l'heure. Donc, je vous invite à utiliser le chat, hein, si vous souhaitez prendre la parole, afin que j'ouvre votre micro tout à l'heure. Ce sera dans l'autre phase. Et, en attendant, je souhaitais monter la partie quiz. Donc la partie quiz, comme je l'ai dit en introduction, l'idée cette fois-ci, c'est d'accompagner le projet en sachant qu'entre eux, on a pris des décisions, on a choisi des outils, on a éventuellement modifié des process. Et donc, on n'est plus là dans la discussion générale sur le cadrage d'usage, mais on va directement à l'essentiel. Alors, pour ça, on a dans Keros un programme de quiz que l'on peut utiliser de la même façon en présentiel, comme vous l'avez vu tout à l'heure, avec le plateau
Et le même principe, c'est-à-dire que des participants, seuls ou en équipe, qui se déplacent et qui arrivent sur des cases, et cette fois-ci, les cases ne sont pas des usages, mais sont des quiz que l'on active ici, que l'animateur active au fur et à mesure. Je vais d'ailleurs en démo direct sur la plateforme et quitter le PowerPoint. Voilà, je suis cette fois-ci en live. Et donc, quand j'arrive sur un quiz qui est ouvert, donc je clique ici. Alors, vous voyez ici le quiz qui a déjà été traité. Bien évidemment, la première fois quand on arrive dessus, vous vous en doutez, vous avez la question, la possibilité de répondre, et ce n'est que lorsque vous avez validé votre réponse qu'on vous dit si la solution, la réponse était la bonne. Combien de points vous avez gagné? Vous avez un compteur ici, un compteur de points. On a un complément d'information qui peut être apporté et qui est paramétré dans la base via le back-office. Les quiz sont aussi totalement personnalisables. Alors, à la fois, on a des quiz qui sont fournis dans les catalogues, et ensuite, programme par programme, il est possible de rajouter des quiz. Mais l'intérêt de ça, c'est de solliciter l'utilisateur, le participant sur une question relativement courte, assez facile, et aussi de lui indiquer une ressource associée sur ce sujet. Alors, on a soit une ressource de formation associée, mais peut-être encore mieux, on a éventuellement un processus associé qui a été modélisé. J'ai passé très très vite sur la deuxième étape, la modélisation des processus que permet Keros, mais vous, pour le support qui vous sera envoyé suite au webinar, vous aurez la possibilité de compléter, de regarder, et nous avons une petite vidéo qui est dédiée aussi au cas particulier des processus. Et s'il y a un processus qui a été publié, on a la possibilité de le publier. Et donc, on peut faire une session comme ça. Les quiz, en général, c'est beaucoup plus rapide. Donc, on peut faire des sessions courtes. On peut faire, dans certains cas, des matinées dans lesquelles on va passer 2 groupes, peut-être éventuellement 3, ça dépend du temps qu'on s'accorde. Mais on peut faire quelque chose d'intéressant en 1 heure, 1 heure et quart. Après la séance de quiz en présentiel, on a la possibilité de diffuser les différents quiz du programme. Là, il n'y en a que 12, mais on peut en mettre 40, 50, 60, 80, enfin, il n'y a pas de limite. On a la possibilité de diffuser ces quiz par email avec un système automatique de push mail qui va envoyer un mail qui est formaté, individualisé avec le nom de l'utilisateur, qui contient le lien vers le quiz. Les quiz sont distribués dans l'ordre du programme et ne sont distribués qu'au fur et à mesure que le participant avance. Et c'est par exemple tous les jours sous réserve d'avoir traité le quiz précédent. Enfin, il y a un certain nombre de règles de diffusion qui sont assez sympa, et qui permettent comme ça de venir, entre guillemets, c'est l'image que je prends souvent, taper sur l'épaule de l'utilisateur en disant mais au fait, comment tu fais ça? Comment tu règles tel cas? Comment tu fais pour envoyer un document, par exemple, volumineux à quelqu'un de l'extérieur? Comment fais-tu pour partager tel type d'information à l'intérieur de ton service? Sais-tu que dans tel outil, il y a telle fonction qui peut être activée et qui est intéressante, etc., etc. Donc ça, c'est le quiz. Et vous savez, dans le support, on a du back-office avec les possibilités de personnalisation, notamment pour la fonction que l'on appelle push.
Voilà pour cet accompagnement aval que l'on peut faire avec les quiz. Et puis, dernier point, pour être complet sur une certaine ingénierie qu'on peut utiliser. Vous avez donc vu tout à l'heure donc le jeu en ligne qui est le suivant. Et on a donc cette version qui peut être activée par le web, qui peut être personnalisée pour le client et pour le programme considéré. Avec, en finale, lorsqu'on a traité 3 quiz, puisque par principe on traite 3 quiz à l'écran, on a une page d'atterrissage, donc là qui est la page de Keros, mais qu'il est possible de personnaliser pour le programme concerné. Et qui peut nous permettre de générer l'inscription au plan d'accompagnement. Donc, ça veut dire que vous diffusez l'animation Keros que l'on vient de voir, par exemple, par email en interne, où vous la mettez à disposition sur un site web. Les gens qui sont attirés et intéressés, et pour l'instant, on a constaté que ça marchait plutôt bien, font les 3 quiz en ligne, disent « Ah, c'est sympa », et là, vous leur mettez une page d'inscription au programme d'accompagnement. S'ils souhaitent être ambassadeurs, vous pouvez éventuellement les diriger à une séance en présentiel dans laquelle on va utiliser le plateau. Et sinon, s'abonner au système de quiz régulier par email à la périodicité qui aura été décidée pour le programme. Un quiz par semaine, un quiz par jour, un quiz tous les 2 jours, etc. Une vue la plus complète et la plus synthétique possible de ce qu'on peut faire avec les 2 modules de Keros, cadrage d'usage et accompagnement par les quiz. Et veux-tu ajouter quelque chose? Non, écoute, tu as tout dit. Non, moi, ce que je voulais rajouter, c'est qu'en effet, oui, le plateau, donc le système peut s'utiliser bien sûr en distanciel, et c'est quand même assez sympathique de l'utiliser sur des sessions de formation et de faire du blended en fait. Mais bon, je ne répète que ce que tu viens de dire. Entre du distanciel, on a certains types de populations qui, on l'a vu aussi dans d'autres écoles et puis dans d'autres entreprises, qui aiment bien avoir des sessions en présentiel aussi. Ça peut être, comme disait Hervé, des petites formations flash, une demi-heure sur. On l'a fait dans une autre école, on appelle ça des cafés office, où on invite les personnes sur l'heure du midi dans une médiathèque ou un knowledge center, voilà, pour des petites formations d'une demi-heure, mais peut-être plus sur une thématique bien spécifique. Je pense à l'exemple de OneDrive ou de Skype ou autre chose. Et ça vient vraiment en animation où l'outil est un prétexte pour lancer la formation aussi. Oui, absolument. Tu as tout à fait raison, merci. Donc, si vous avez des questions, je ne vous oblige pas à les poser par chat, mais simplement me demander la parole par chat pour que j'active le micro. Et comme on a été assez rapide, on a encore quelques minutes, on va vous montrer rapidement la partie processus. Sur la partie processus, l'idée est la suivante. C'est que les processus, souvent dans l'entreprise, ne sont pas formalisés, alors que ça peut être intéressant de le faire. Et pourquoi ne sont-ils pas formalisés? Pour des questions de temps, bien évidemment, mais aussi pour des questions de méthode et d'outils. Personnellement, dans les années, il y a quelques années, j'ai travaillé sur des grosses plateformes de modélisation de type Harris, par exemple, pour ceux qui connaissent, en ayant fait
des campagnes de modélisation de processus dans des grands groupes, qui sont des outils assez lourds et qui ont l'inconvénient, en fait, pour modéliser les processus, il faut que toutes les informations soient disponibles parce que ce sont des approches systémiques et il suffit qu'il manque un élément pour qu'on ait du mal à le processus en question. Donc ici, on a inventé un système dans lequel on dit qu'on est capable de traiter un processus et de modéliser un processus dans un atelier ou deux petits ateliers à peu près d'1 heure et demie sur un sujet donné. Donc, on fait un premier atelier dans lequel on prépare le cadre. Et préparer le cadre, c'est donner un périmètre, c'est repérer le périmètre, c'est identifier les acteurs. Donc, vous voyez ici qu'on a des acteurs. C'est identifier les outils, en général, qui sont des logiciels qui peuvent être utilisés dans le processus. Ce qui va permettre à l'animateur de cet atelier. Je vois qu'il y a des questions, donc je les vois et on va y répondre. Une fois qu'on a fait ça, on va commencer à structurer les réponses à l'intérieur de ce que vous voyez ici sur l'écran, qui est un fichier, Excel. À ce fichier Excel, on a associé un template PowerPoint. On pense qu'un processus, pour qu'il soit lisible, il faut qu'il arrive dans quelque chose comme ça, qui soit très facile à comprendre. Et si vous prenez ce processus, qui est un processus classique de traitement des affaires par le service administration des ventes, qui est issu d'un cas réel, où le processus à la réception de la commande, on voit ce que fait chaque acteur. Le commercial transmet la commande, ou c'est le client qui transmet la commande. La direction valide les intentions de commande, parce que parfois on accepte de démarrer le processus affaires avec une intention de commande, mais à condition que ce soit la direction qui le demande. Et l'administration des ventes reçoit la commande. Voilà. En général, tout ça, ça se passe par email. Et après, on passe à la collecte du devis. Donc là, le commercial est sollicité. Donc l'administration des ventes collecte le devis. Donc là, il y a le mot matrice qui est un peu particulier à ce cas précis et l'activité de cette entreprise, et ainsi de suite. Et là, vous avez une lecture qui est assez facile. Et comme la génération de ce modèle a été totalement automatisée, s'il y a besoin de revenir dessus, on revient en arrière, on revient dans le fichier source, on régénère. Et comme la génération, quand elle se fait automatiquement et qu'on voit se construire les formes devant l'écran, les utilisateurs, et ça c'est un bénéfice qu'on n'avait pas anticipé, sont tellement contents, c'est un peu le bénéfice et le résultat, la récompense de leur travail, que finalement ils s'impliquent énormément. Comme quoi le côté ludique est utile sur tous les aspects. C'est très facile à lire parce que si je suis un acteur concerné, je peux lire dans ma colonne et vérifier que ça correspond bien à ce que je fais et à l'ordre dans lequel je fais. Et quand on regarde les colonnes après outils ou logiciels, on va aussi regarder les impacts sur chaque. Donc on a finalement une représentation qui est ici, qui est assez simple et assez facile à lire. En plus, c'est du PowerPoint en format de sortie, donc ça se projette facilement. En cours de réunion, si on doit faire un commentaire, eh bien, on peut faire un commentaire dessus, c'est assez facile à traiter. Et donc Eros, on sait donc modéliser ce processus et on sait aussi le publier en rapport avec les quiz que je vous ai montrés tout à l'heure. Alors, on a des questions. On a des questions, tout à fait. Alors, là-dessus, une minute avant. Je vois, le premier c'est Michael Tartare. Donc, je vais ouvrir votre micro. Comme ça, on peut discuter sur votre question. Donc, oui, Michael. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Merci d'avoir ouvert mon micro. En fait, je me demandais, là, quand je regarde cette représentation graphique, je comprends qu'elle est elle est représentée finalement dans un outil bureautique type Word. Je me demandais comment vous prenez en compte ce qu'on appelle les segregation of duty, donc le fait que dans certains
profils, certains postes dans l'entreprise, des actions doivent être réalisées par certains et surtout pas par d'autres. Je pense notamment par exemple à la possibilité de référencer un fournisseur et évidemment dans ce cas-là l'impossibilité d'en assurer le règlement. Sinon on voit bien qu'il peut y avoir un souci de fraude éventuellement. Comment vous pouvez représenter ce type d'incompatibilité entre des activités? Alors, il y a plusieurs façons de faire, il y a plusieurs éléments de réponse. Hein. D'abord, ici, seuls, je dirais, les acteurs qui sont impactés vont apparaître avec les tâches. Hein. Donc, un acteur non impacté et non autorisé n'apparaîtra pas. Si d'aventure on voulait insister sur le fait qu'il y a vraiment des autorisations qui sont fermées ou des interdictions particulières, on peut à ce moment-là créer un artifice hein, avec ici un objet qui apparaîtrait et puis qui dirait non autorisé par exemple. Hein. Mais le principe de la lecture, c'est de ne faire apparaître que les tâches ou les actions qui concernent un acteur. Alors, c'est une utilisation pour publication, hein, pour documentation. C'est pas un workflow, hein, c'est pas un outil de workflow. Hein. C'est-à-dire que derrière, on ne génère pas des droits. Hein. On est juste uniquement sur la représentation documentaire. D'accord. Et sur l'autre, je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Oui, je vous entends toujours, oui. J'avais posé une autre question, je voulais juste savoir comment vous prenez en compte, là on voit par exemple le commercial, le client, la direction, la DV, comment vous prenez en compte l'organisation de ces différents services? Alors évidemment hors le client, puisque pour le coup le client est en dehors de l'organisation par définition, mais les dépendances éventuellement hiérarchiques ou transverses de ces différents acteurs qui sont apparents ici. On les fait pas apparaître. On les fait pas apparaître. On est sur une représentation volontairement simple et si vous connaissez des outils de modélisation plus sophistiqués, on peut faire apparaître des liens hiérarchiques entre les acteurs. Là, on a voulu faire quelque chose de beaucoup plus simple. En fait, on peut démarrer sans trop se poser de questions. Là, on est sur un système. Là où on l'a mis en place dans différentes entreprises, organisations. Je pense à Formasup, hein, qui est un CFA du nord de la France sur le supérieur. Un CFA hors les murs avec une quarantaine d'antennes dans l'enseignement supérieur. Ce sont les assistantes qui maintiennent le processus, hein. Donc c'est pas une affaire de comment dire, ni de chef de projet, ni de technicien, mais c'est vraiment très facile à utiliser, quoi. C'est Excel de base et le résultat dans PowerPoint. Ça, tout le monde sait faire, quoi. Je vais. C'est elles qui font évoluer le processus, du coup, c'est ça? Oui, c'est ça, et le font évoluer sans aucune difficulté. Hein. Je vais clôturer cette question, si vous permettez, je vais en prendre une autre. Véronique. Alors, une question. Bonjour, en général, qui participe à ces ateliers? Je vais essayer d'ouvrir votre micro un peu, le son. Des personnes clés, personnes volontaires dans chaque service. Oui, alors vous avez un peu répondu à la question. Après, en général, si on parle des ateliers de cadrage, on va faire participer un échantillon représentatif de la structure. Là, en l'occurrence, on avait les personnes administratives, les personnels enseignants. Faute de temps, il n'a pas été possible d'incorporer des étudiants, mais ça aurait pu s'envisager. Après, je ne sais pas si Jérôme pourra compléter, mais je pense que c'était parfois des volontaires un peu désignés, mais ça dépend un peu
dire de la façon de faire, dans chaque service. C'est d'ailleurs un autre bénéfice, hein, que d'avoir un outil ludique. Les gens vous en veulent, s'ils ont été un petit peu désignés d'office, ils vous en veulent beaucoup moins d'avoir été, entre guillemets, obligés de participer à un atelier qui finalement était sympathique, où on a appris des choses dans un climat intéressant et plutôt ludique, que d'être allé dans une réunion mortellement ennuyeuse. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, oui, tout à fait. Oui. Ouais, cette partie échantillon, c'était de savoir si tout le monde était invité ou s'il y avait un échantillonnage des personnes. Et j'en profite peut-être pour pour poser une autre question. C'est qu'au final, sur ce genre de projet, vous savez déjà vers quel outil vous souhaitez amener les personnes, ou c'est en fonction des usages que vous allez définir quels sont les outils qui vont être proposés à l'entreprise? Alors, ça dépend vraiment du projet de l'entreprise, hein. On peut très bien avoir une demande, c'est-à-dire on veut faire un état des lieux. On veut faire un état des lieux et on n'a pas encore décidé de nos orientations. Ça, c'est une possibilité. Ça peut être le cas, par exemple, sur un sujet de relation client. On se dit peut-être qu'on a besoin d'un CRM ou pas. Et si oui, lequel, bon, on peut se poser des questions par rapport à ça. Donc là, ça va être intéressant de faire réagir la relation par rapport à des usages orientés sur la relation client, hein. Ensuite, il peut se passer que on a déjà des outils qui ont été choisis, mais qui sont peu utilisés ou on considère qu'ils ne sont pas suffisamment bien utilisés. On a beaucoup de cas aujourd'hui d'organisations qui ont choisi Office 365 par exemple comme type d'outil et qui estiment qu'ils n'ont pas exploité toutes les potentialités que ça représente. Donc là, on va cadrer, on va faire une approche par les usages, mais avec la possibilité de retomber sur des fonctions d'outils. J'ai répondu à votre question? Oui, parfaitement. Je vous remercie. Merci à vous. Alors, j'ai vu qu'il y avait d'autres questions qui étaient arrivées. Donc, très bien. Sabrina, pouvez-vous nous donner des éléments tarifaires? Alors, Sabrina, est-ce que je vous ai dans la liste pour vous donner la parole? Oui. Ah oui, non, elle n'est pas connectée à l'audio, donc vous êtes connecté par un numéro de téléphone et que par contre, je ne sais pas identifier. Donc, je vais répondre à votre question quand même, Sabrina. Donc, des éléments tarifaires. Donc là, on va parler de tarifs. Alors, donc, Kairos Transformation est une plateforme qui a vocation à être utilisée par des prestataires, des partenaires, intégrateurs, comme sont Econocom, la société Biwi aussi, qui a participé à ce programme, par exemple, pour l'ISEG, en tant que partenaire Econocom. Et donc, une fois qu'on a dit ça, j'ai donné le tarif final utilisateur recommandé. Donc, pour un programme Kairos, on a des frais de mise en service de la plateforme avec un accompagnement sur le paramétrage, etc. Donc, vous comptez un budget pour ça de 1 400 € hors taxe. De mémoire, ça doit être 1 390. Et après, pour faire tourner plateforme, on a un coût qui est au programme, qui n'est pas à l'utilisateur et qui est de 250 €. Ça veut dire que si vous faites un programme comme ça sur 3 mois, vous avez 750 € de location de plateforme et vous avez des frais de mise en service. Donc ça vous fait à peu près un budget de l'ordre de un peu plus de 2 000 € hors taxe. Et Frédéric, tu pourras peut-être réintervenir sur ce sujet. De l'avis de tous les consultants qu'on a pu former ou qui ont pu animer du Kairos, on a à peu près aujourd'hui une quinzaine de consultants certifiés, 14 de mémoire, 14 consultants certifiés. Ça fait gagner du temps, pas mal de sérénité, ça fait gagner
Ça fait gagner du temps dans le rapport de synthèse. Et grosso modo, 2000 €, ça équivaut en général à peu près à 2 journées hommes, et que de l'avis de tous ceux qui l'utilisent, c'est largement et assez vite amorti. Frédéric, un mot là-dessus? Non, rien à dire de plus. C'est ce que tu disais, quoi. C'est le qui permet de gagner beaucoup de temps qui, de toute façon, in fine, vous serez facturé parce qu'on passe plus de journées hommes, quoi. C'est aussi bête que ça. Tout à fait. C'est marrant parce qu'à chaque fois, tu dis rien à dire de plus et finalement, tu rajoutes quelque chose quand même. Mais c'est pour ça que je te passe la parole. Côté italien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, s'il y a encore une. Bon, Est-ce que Cédric Malahache, est-ce que tu nous entends? Oui. Bonjour Cédric. Bonjour. Est-ce que, vu de ton bureau de DSI sur le déroulement de ce programme auquel toi tu n'as pas participé aux ateliers, il y a des feedbacks qui te sont remontés sur le feedback de Jérôme, mais peut-être les utilisateurs que tu as trouvés dans le couloir, etc. Oui. Bon, nous, c'était une attente forte. Quand on a contacté à l'époque, c'était Frédéric Diglierio qui nous avait mis en contact avec toi. C'était une attente très importante à l'IESEC d'avoir une centralisation de tous les documents, de pouvoir aussi, c'est un besoin qui avait émergé, c'est vrai qu'on l'a peut-être pas précisé, mais en fait on a un audit système d'information qui est en cours, et c'est de là qu'a émergé un peu ce besoin de patrimonialiser l'ensemble des documents. Le retour que j'ai aujourd'hui, justement, il est bon, dans le sens où maintenant il y a une attente forte par rapport au rendu que vous allez nous donner suite à ces différents ateliers, pour qu'on puisse ensuite entamer les formations qui vont être appropriées à ce que l'on va décider de mettre en place à l'IESEC, quoi. Très bien, merci Cédric. J'ai pas d'autres questions. Il est 51, donc nous sommes à peu près dans les temps. Je vous remercie de votre attention. Le support va être mis à votre disposition, le support PowerPoint qui a été utilisé pour le webinaire, ainsi qu'un enregistrement de la première partie sans les questions-réponses pour des questions de confidentialité. Voilà. Merci à Cédric et à Jérôme d'être intervenus aussi. Merci absolument. Et merci à tous. Bonne fin de journée, bon week-end et au plaisir. N'hésitez pas à prendre contact direct pour échanger si vous en éprouvez le besoin. Merci.